suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Ce n'est qu'à la fin des années 90 qu'est enfin mise en place en France, grâce à des injonctions de l'Union européenne, une politique de lutte contre les discriminations raciales. S'il a fallu attendre si longtemps, à la différence de ce qui a prévalu dans d'autres pays de cette même Union, c'est que nous vivons dans une république qui ne cesse de revendiquer comme une fierté sa color blindness, si j'ose dire, c'est-à-dire le fait pour elle, par principe bleu-blanc-rouge, de ne vouloir voir et donc prendre en considération les couleurs de peau. Dans une enquête magistrale, La République et ses autres, la sociologue Sarah Mazouz analyse comment cette indifférence principielle aux différences de couleur de peau notamment, mais pas seulement, comment ce cadre colorblind transforme les si fréquentes assignations racialisantes dont font l'objet de très nombreux citoyens français en un gigantesque secret public, c'est-à-dire un secret dont tous nous sommes au courant, dont il est néanmoins difficile de parler publiquement car cela demeure un secret sinon bien gardé, du moins bien entretenu. Sarah Mazouz, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc sociologue, vous êtes actuellement postdoctorante à l'Institut national d'études démographiques et vous publiez chez ENS Éditions La République et ses autres, politique de l'altérité dans la France des années 2000. Alors ce livre est le résultat d'une enquête, d'une thèse de doctorat, mais remaniée, je dois dire que c'est un vrai livre et passionnant. Une enquête dans laquelle vous avez, à un moment particulier, cherché à mesurer, à regarder au fond comment la République française, avec des capitales, considère au fond les autres, ce qu'on trouve dans votre titre, c'est-à-dire à un moment où le droit de la nationalité avait été bousculé par des changements de loi, et à un moment aussi où des injonctions venues de l'extérieur, venues, je le rappelais, de l'Union européenne, de pays qui ont des politiques publiques de lutte contre les discriminations qui sont différentes de celles qu'on connaît en France, ont fait que la France a dû, au fond, mettre en œuvre des politiques publiques qui jusque-là n'existaient pas vraiment, parce que, après tout, la République ne voyait pas pourquoi, étant donné qu'elle avait des principes extrêmement durs, elle aurait besoin d'inventer des politiques de lutte de ce type. Donc on est dans une période, quand vous commencez cette enquête, assez particulière du point de vue de la situation politique. Peut-être on peut démarrer par là. Qu'est-ce qui vous a fait finalement construire cet objet-là à ce moment-là, et comment vous voyiez à l'époque les enjeux et qu'avez-vous découvert au fur et à mesure de cette enquête, Sarah Mazouz? Oui, alors c'est justement sur cette articulation entre politique de nationalité et politique de lutte contre les discriminations que s'est construit mon objet, sachant qu'au départ, quand j'ai commencé ma thèse, puisque c'est d'une thèse au départ qu'il s'agit, je voulais travailler sur les politiques de lutte contre les discriminations raciales, mais au moment où commençait mon enquête de terrain, il apparaissait qu'il ne se passait déjà plus grand-chose du côté de la lutte contre les discriminations raciales, mais que c'était du côté de la naturalisation, et notamment par la mise en place de cérémonies de remise des décrets de naturalisation, que des choses se passaient. Et l'interrogation, c'était que tout ça était, cet investissement nouveau de la politique de naturalisation avait pour source une réflexion qui avait été menée dans les dispositifs de lutte contre les discriminations raciales. Donc, même si au départ il s'agissait de deux politiques différentes, à la fois dans leur présupposé et dans leur présence au sein du dispositif de politique publique en France, il y avait une articulation sans doute à interroger. C'est-à-dire qu'au fond, certains discours politiques avaient tendance à dire, eh bien, pour résoudre la question des discriminations raciales, il nous suffit de transformer en citoyens français des étrangers qui vivent sur le sol français en situation régulière, mais qui n'ont pas cette nationalité, et alors toute discrimination cessera. Ce qui est quand même un peu court, c'est le moins qu'on puisse dire quand on connaît la réalité sociale de ces discriminations. Oui, et c'est cette lecture qui finalement a continué de prévaloir, sans doute parce que quand on a introduit ce modèle de lutte contre les discriminations, on l'a tout de suite pensé comme ce qui allait permettre de donner un souffle nouveau à la politique d'intégration, sans prendre en compte qu'en fait, lutte contre les discriminations et promotion de l'intégration se fondent sur des présupposés différents, puisque l'intégration part du principe que c'est aux individus
de faire un effort, de se ou... conformer, et à une lecture aussi des différences comme étant une source principale d'inégalité, alors que la lutte contre les discriminations, elle, pointe les difficultés du système en essayant de mettre en place des politiques qui réalisent l'égalité au-delà des obstacles qui peuvent apparaître et mettre à mal le principe d'égalité formelle. Alors comment vous y êtes prise pour mener l'enquête ethnographique de terrain, des entretiens? Oui, alors c'est une enquête ethnographique par immersion. J'ai travaillé dans une grande ville de la région parisienne où il y avait à la fois le siège de la préfecture, et j'ai travaillé aussi avec l'équipe municipale de la ville principale en procédant à des entretiens avec les responsables administratifs, les responsables politiques. Et ce que j'ai toujours tenté de garder, c'est d'avoir à la fois un volet pratique administrative, politique publique et expérience. Donc j'ai aussi réalisé des entretiens avec des personnes naturalisées et pour rencontrer des personnes susceptibles d'être victimes de discrimination raciale, j'ai fait un long terrain d'immersion aussi dans un centre d'insertion professionnelle pour des jeunes, juste quelques mois après les émeutes de l'automne 2005, où là j'ai travaillé un peu comme les éducateurs de ce centre en proposant un atelier de sociologie qui permettait aussi de recueillir l'expérience de ces jeunes à partir d'exemples et de textes sociologiques qu'on décortiquait ensemble. Et qu'est-ce que vous avez découvert de la réalité de cette discrimination raciale à l'époque ? Alors, ce qui était frappant, c'est que sur la réalité de cette discrimination raciale, c'est à la fois la présence dans le discours, quand on interroge les gens, ou même certains responsables qui eux-mêmes avaient pu être victimes de discrimination ou rencontrer des formes d'assignation racialisante dans leur expérience. Donc quelque chose qui est présent mais qui est toujours très difficile à thématiser, à mesure aussi qu'on a affaire à des gens qui sont eux impliqués dans les dispositifs de l'État. C'est ce que j'appelle le républicanisme minoritaire, c'est-à-dire le fait qu'il s'agit je désigne par là des personnes qui, du fait de leur expérience, sont confrontées à l'assignation racialisante, mais ont du mal à thématiser à la fois leur positionnement sur ces questions en le ramenant aussi à une expérience et sont dans la position de toujours devoir donner des gages de républicanisme et de colorblindness. Alors ça, c'est finalement des situations ou des expériences personnelles qu'on a pu voir s'exprimer même au sein du personnel politique très très fréquemment, c'est-à-dire ce que vous appelez ce républicanisme minoritaire, c'est la preuve par soi-même, par son parcours, à la fois de l'existence de discrimination et en même temps de la capacité de la République à les surmonter, puisque moi-même j'ai pu bénéficier de telle ou telle promotion et aujourd'hui me retrouver élu ou fonctionnaire à tel poste. Oui. Mais c'est là où il y a cette tension et ce paradoxe dans cette posture, c'est qu'à la fois il y a une conscience de discrimination et en même temps, paradoxalement, les enquêtés que j'ai rencontrés et que donc j'ai classés dans cette catégorie de républicains minoritaires trouvent tout à fait normal d'avoir été choisis eux à titre symbolique ou pour réparer une inégalité, mais en même temps sont toujours très opposés à des mesures générales qui permettraient de mettre en œuvre une politique d'égalité touchant toute personne discriminée. Mesures aux deux sens du terme, c'est-à-dire actions qui permettraient de trouver des formes d'égalité, mais aussi mesures au sens statistique du terme, puisque l'un des problèmes qui caractérise la situation française aussi, c'est la difficulté qu'il y a à mener des enquêtes statistiques pour prendre toute la mesure, au fond, de ces discriminations. Je voyais très récemment sur le site de la BBC une vidéo très intéressante d'une activiste britannique sur le racisme institutionnel en Grande-Bretagne et qui soulignait à quel point ce racisme institutionnel était fort aussi en Grande-Bretagne, contrairement peut-être à ce qu'on pouvait penser, notamment comparé à la situation américaine. Mais je me disais, au fond, en France, on serait même pas capable de produire une vidéo comme celle-là, puisqu'on n'a pas idée de ça, et que, par exemple, pour avoir des chiffres, il faut mener une enquête, je pense à celle que Didier Fassin a menée sur une maison d'arrêt, pour produire des chiffres qui nous permettent de dire, oui, quand on est noir, eh bien, on a beaucoup plus de chances, X% de chances de plus de se retrouver, arrêté pour un contrôle d'identité ou arrêté pour un contrôle routier ou en prison, par exemple. Et en France, on est incapable de donner ces chiffres. Alors, c'est une des choses aussi que j'ai pu relever pendant mes observations dans ces dispositifs de l'État
qui est visée à la lutte contre les discriminations, les commissions pour la promotion de l'égalité des chances et de la citoyenneté, c'est qu'en l'absence de mesures générales permettant d'objectiver la question des discriminations, on se retrouve dans une situation de casuistique au sens où on ne reste que sur des cas singuliers qui peuvent être toujours requalifiés ou disqualifiés. Ça a aussi un impact sur la manière dont les agents de l'État impliqués dans ces commissions se représentent le droit antidiscriminatoire, dont énormément d'outils sont entrés dans le dispositif légal en France sous l'impulsion de l'Union européenne, justement, qui est une conscience juridique que moi j'ai qualifiée d'être en deçà du droit, c'est-à-dire sans prise en compte de l'effectivité du droit antidiscriminatoire. Et donc on est dans une politique du constat qui part du principe que les usagers connaissent leurs droits et ont à faire, eux, valoir ces droits dans des situations de discrimination. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans votre approche aussi, dans votre livre, c'est que, au fond, vous élargissez, vous ne tenez pas simplement en compte la discrimination raciale, mais vous vous intéressez à ce que vous appelez les assignations racialisantes, ce qui est un peu plus large au fond. Ouais. C'est une manière de renvoyer une personne à une dimension, par exemple à la couleur de sa peau ou à sa religion ou à je sais pas, à ce qui est supposément sa culture d'origine ou que sais-je. Et ces expériences de racialisation, de réduction de soi à telle ou telle caractéristique, elles peuvent évidemment être articulées à des formes de discrimination, mais pas nécessairement. Et donc, vous prenez le parti de regarder un petit peu plus largement les choses, Sarah Mazous. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'une discrimination, c'est toujours lié à un refus d'accès à un droit. Il me semblait que, en amont de ce refus d'accès à un droit, c'était important de voir comment, dans la vie quotidienne, se sédimente l'expérience de celles et ceux qui sont soumis à une essentialisation de leur origine et à une radicalisation de l'altérité perçue par ceux qui appartiennent au groupe majoritaire. Et ça a été pour moi important d'utiliser des auteurs comme Philomena Essed qui travaille sur le racisme ordinaire ou aussi tous les travaux sur l'articulation des formes d'assignation, de voir aussi comment le sens de l'assignation raciale prend sens aussi en rapport avec les assignations de genre, les assignations de classe, et aussi dans le moment de certaines interactions. Et c'est là aussi que du coup l'ethnographie sert, parce que ça permet de ramener les observations microsociologiques au rapport de pouvoir qui existe dans une institution, à la valorisation ou pas des services dans lesquels les observations ont été réalisées et au rapport hiérarchique qui existe. Alors prenons par exemple la scène d'ouverture de votre livre, celle que vous avez choisi de faire figurer dans les premières pages et qui fait le récit d'une réunion administrative et du témoignage d'une fonctionnaire, d'un agent public, et qui explique la difficulté pour elle finalement de parler pour aller contre les discriminations raciales parce que sa position depuis laquelle elle prend la parole serait en quelque sorte biaisée de par l'assignation que les autres autour de la table lui portent sur elle en quelque sorte. Oui, alors il s'agit d'un entretien réalisé avec une fonctionnaire de la préfecture que j'ai appelée Warda Ben Brahim pour sauvegarder l'anonymat et qui, elle, a comme poste une charge de mission égalité des femmes. Et ce qu'elle raconte, c'est la manière dont, lorsque d'autres sujets sont abordés, notamment ceux liés à l'islam, elle raconte une réunion liée aux questions d'hygiène pendant l'Aïd el-Kébir, les regards se tournent vers elle comme si elle avait une expertise du fait de l'origine qu'on lui assigne. Et elle explique en même temps que... D'une part, c'est pas le dossier dont elle s'occupe professionnellement, et d'autre part, c'est parce qu'elle aurait un nom à consonance arabe qu'elle serait censée être compétente sur ces sujets. Voilà, et on part du principe qu'elle est musulmane et qu'elle est compétente, qu'elle a une connaissance en plus sur ces questions. Et elle dit au fond qu'elle voit tous ces regards quand le sujet apparaît se tourner vers elle et que en fait ce type d'expérience elle l'a faite des dizaines de fois. Oui, tout à fait. Elle dit que c'est régulièrement quand ce type de sujet se pose. Et au fond, elle en tire aussi comme conclusion
qu'il est très difficile pour elle, du coup, dans son domaine de compétence, à savoir l'égalité des genres, d'intervenir quand il y a une articulation entre cette question homme-femme et la question des inégalités ou des discriminations en fonction de la religion ou de l'origine. Oui, parce que en fait, la logique de particularisation à laquelle elle est soumise s'articule à une logique du soupçon. Donc elle dit que quand il s'agit de prendre la défense de femmes sans papier, ce qui est tout à fait dans ses attributions, elle est soumise à une requalification de son propos. On part du principe en fait qu'elle est partie prenante et que la défense qu'elle amène à une femme, dans ce cas-là, est biaisée. Alors ce qui est frappant à vous lire, c'est finalement le décalage qu'il y a entre le fait que tous, ou à peu près tous, dans ce pays, nous savons que des situations comme celle-là non seulement existent, mais sont relativement fréquentes, et la difficulté qu'il y a à en parler publiquement, à les nommer, c'est ce qui vous conduit à utiliser, en la reprenant un anthropologue, la notion de secret public, c'est-à-dire cette idée qui peut sembler un peu oxymorique, au fond, d'un secret, mais qui serait un secret vraiment particulier, parce qu'au fond, tout le monde serait dans le secret, en quelque sorte. Oui, j'emprunte cette notion à Michael Taussig, qui l'utilise, lui, pour désigner le statut particulier qu'a la référence à la violence dans le cadre du conflit civil colombien, dont tout le monde a conscience, mais que personne ne parle, ou plus précisément qu'on ne désigne que par un silence proverbial. Il me semblait qu'il se passait la même chose avec la question de la racialisation en France, c'est-à-dire qu'à la fois il est très compliqué pour des personnes victimes de discrimination raciale ou soumises à l'assignation racialisante de désigner cette expérience. On le voit, elle s'est tout le temps requalifiée, et puis dans certains cas les mots manquent pour le désigner. Il y a qu'à voir comment ont été désignés les dispositifs de lutte contre les discriminations, puisqu'on ne disait jamais le mot. Et en même temps, le fait d'être dans ce contexte de dénégation, en fait, permet la formulation non problématisée de discours racialisants. Et on a vu, en fait, au moment où moi je faisais mon terrain, j'observais toutes ces difficultés sur le terrain, mais de manière concomitante, on avait par exemple le débat sur l'identité nationale, où là, un discours justement assignatoire était totalement soutenu par les pouvoirs publics et même promu. Alors, rétrospectivement, comment vous regardez ces années-là, c'est-à-dire des années durant lesquelles on a vu l'apparition de politiques de lutte anti-discrimination, mais en même temps leur inefficacité, ou tout du moins leur transformation très rapide, que vous semblez attribuer pour une bonne part à ce que certains appellent le logiciel républicain français, ou en tous les cas ces grands principes normatifs sur lesquels la République est appuyée, ce normatif qui empêcherait au fond le descriptif, qui empêcherait, sous prétexte qu'il faut rappeler toujours les grands principes, de voir ce qu'il en est de ce qu'il est. Et d'une part il y a cette dimension, et d'autre part il y a aussi un contexte politique particulier. Vous parlez du débat sur l'identité nationale, où certains acteurs politiques vont utiliser aussi ces éléments pour faire de la politique au sens de la compétition politique, et ça va considérablement aussi brouiller la mise en œuvre de ces politiques publiques, Sarah Mazouz. C'est vrai que ce qui brouille, c'est à la fois en effet une espèce de cadre général républicain, disons, mais ce que permet de voir aussi l'ethnographie, c'est la façon dont ont été mises en œuvre ces politiques, qui en étaient les responsables, les agents qui les mettaient en œuvre. Et c'est là aussi où on voit, à travers les parcours professionnels, les trajectoires d'un service à l'autre, comment il y avait quelque chose d'un échec annoncé. Quand on pense par exemple que dans les préfectures, ces commissions pour l'égalité des chances étaient chapeautées par le bureau de la citoyenneté, qui avait à la fois aussi à sa charge les bureaux de naturalisation, les reconduites à la frontière, que les mêmes agents pouvaient circuler, être à la fois aux reconduites à la frontière et secrétaire de la commission. On voit aussi comment, dans l'éthos professionnel, en fait, tout simplement, il est très difficile de passer
d'une position à l'autre. Ça se voyait dans un des extraits que je cite d'une personne de la préfecture, qui a été un moment secrétaire de la commission pour l'égalité des chances, et qui avait siégé auparavant dans les commissions d'attribution de logements sociaux du côté des bailleurs. Et on voit dans l'extrait que je cite comment le fait qu'elle ait d'abord été du côté des bailleurs la place dans une position compliquée pour comprendre en fait ce qui se passe de l'autre côté quand des gens viennent et déposent une plainte pour discrimination dans l'accès au logement. Alors au fond, ce que vous donnez à voir, c'est ce que vous appelez les frontières de la République, ces frontières étant évidemment les frontières géographiques, politiques du territoire français, et ce qui renvoie donc à la reconduction à la frontière dont vous parliez, etc. Mais il s'agit aussi de frontières intérieures à la République française, celles qui font que certains citoyens sont plus citoyens que d'autres en quelque sorte, celles qui sont relativement invisibles mais qui traversent l'intérieur de la République française. Et le simple fait que ce sont les mêmes administrations ou les mêmes agents publics qui est en charge des politiques de reconduite aux frontières physiques et politiques du territoire et la mise en œuvre de ce qui devrait être normalement la suppression des frontières intérieures pose question. Oui, tout à fait. Et c'est peut-être en cela que le fait d'avoir travaillé sur la naturalisation et sur la politique de lutte contre les discriminations est à la fois heuristique et significative. C'est-à-dire que finalement, au moment où émerge la question des discriminations raciales, on se dit que justement, dans ce cadre de réflexion générale républicain, on va déplacer la réflexion sur la question de l'identité en ne la cantonnant plus seulement à la question de la différence entre étrangers et citoyens, et qu'on prend en compte le fait qu'il existe des frontières internes à la société française. Or, ce qui se passe, c'est que finalement, cette reconnaissance des discriminations raciales n'a pas lieu et elle est remplacée par un investissement inédit de la politique de naturalisation. Investissement qui prend sens dans un contexte plus général européen de politique migratoire, mais qui s'articule aussi à la longue histoire des polémiques autour des politiques de nationalité en France, où l'idée de réduire de plus en plus les formes d'acquisition par le droit du sol amène à penser la naturalisation comme l'élément central dans le projet républicain d'incorporation des étrangers à la nation. Finalement, en vous lisant, en faisant ce détour par cette histoire récente et relativement complexe, on comprend mieux comment quelque chose d'aussi incompréhensible que la proposition autour de la déchéance de nationalité peut voir le jour à un moment donné. Oui. C'est-à-dire que ça semble faire partie d'une sorte d'imaginaire politique très très ancré dans cette histoire républicaine française. Je dis française parce qu'il y a des tas de manières d'inventer des républiques qui n'ont rien à voir avec cette conception-là de la République. Absolument. Enfin, le débat sur la déchéance de nationalité a généralisé quelque chose qui est propre à la définition de la naturalisation, définie comme faveur, puisqu'il ne s'agit pas d'un droit qu'un étranger peut faire valoir. Et finalement, dans tous ces débats sur la déchéance de nationalité, c'est une extension de cette question de la faveur à d'autres formes d'octroi de la nationalité, l'idée sous-jacente que certains sont moins français que d'autres, ou en tout cas moins en droit d'être français que d'autres. Ce que vous montrez aussi, Sarah Mazouz, dans votre livre, c'est à quel point ces questions ont traverser des organisations politiques et vous montrez, pendant le gouvernement Jospin en particulier, une opposition à l'intérieur de la gauche qui ne semble pas résolue aujourd'hui, qui explique une partie des clivages auxquels on assiste, et même d'une forme de guerre terrible à l'intérieur de la gauche, entre la position de Martine Aubry qui veut mettre en œuvre ces politiques de discrimination et qui va dans ce sens-là, alors qu'elle est ministre de Jospin, et puis le fait de concilier la présence dans ce même gouvernement de quelqu'un comme Jean-Pierre Chevènement qui est sur des positions républicaines classiques françaises, on va dire, ou faussement classiques, rejouées, parce qu'il y a là aussi une invention de la tradition républicaine par ce type de posture. Oui, absolument. Moi, j'avais désigné dans
la position de Martine Aubry comme une position républicaine critique face à Jean-Pierre Chevènement qui était plutôt dans une posture républicaine nationaliste. Et dans la mesure où les deux ministères étaient, le ministère de l'Emploi d'un côté et le ministère de l'Intérieur, étaient amenés à travailler ensemble dans la mise en place de ces politiques, il y a eu une dissonance récurrente et continue entre deux visions, et ça se voit d'ailleurs dans les dénominations, c'est-à-dire que quand on regarde les discours de Martine Aubry à l'époque, elle parle directement de discrimination, de lutte contre les discriminations, de questions de l'origine, supposée ou réelle. Elle demande à Jean-Michel Bélorgey de faire un rapport pour savoir quel dispositif mettre en œuvre pour mener à bien cette politique de lutte contre les discriminations. Et de l'autre côté, les dispositifs qui dépendent du ministère de l'Intérieur sont toujours sont désignés comme étant des commissions départementales pour l'accès à la citoyenneté, et on reste sur une thématique autour de la question de la nationalité, de la citoyenneté, et avec aussi une requalification de témoignages apportés, par exemple au moment des assises de la citoyenneté sur les contrôles aux faciès, où c'est le moment où Jean-Pierre Chevènement dit « Oh, mais on se plaint toujours des policiers, les policiers ont toujours tort », en mettant en doute en fait, le témoignage apporté par des personnes victimes de contrôle aux faciès. Et tout ça durera, puisqu'on se rappelle que, à peine élu, François Hollande va renoncer avec Manuel Valls comme ministre de l'Intérieur à ce qu'il avait, à ce à quoi il s'était engagé pendant la campagne, c'est-à-dire récépisser pour le moment des contrôles policiers. Donc aujourd'hui, sachant tout ça, enfin, j'ai envie de vous demander quelle est la tâche des sciences sociales, enfin avant même de penser des dispositifs de lutte contre les discriminations, est-ce que ce dont nous n'avons pas le plus besoin, c'est de prendre la mesure et donc d'enquêtes, de statistiques, d'enquêtes ethnographiques, de différentes méthodes d'investigation qui nous permettrait de prendre la mesure de cette réalité, non seulement des discriminations raciales, mais des assignations racialisantes qui sont des expériences quotidiennes pour des millions de Français. Sarah Mazouz. Je crois que c'est très important. Alors, je me réjouis de voir de plus en plus dans des laboratoires des axes portant sur les assignations racialisantes de genre, de classe, pensant l'articulation de ces assignations. Oui, parce que là, ça complexifie encore les choses. Absolument. Ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Exactement. Se mettre en œuvre, il y a toute une génération de jeunes chercheurs qui se mobilisent sur ces questions, et je crois qu'en effet, c'est très important. C'est très important aussi de continuer à essayer d'avoir des statistiques qui permettent de prendre la mesure de ça. Il y a eu l'enquête Trajectoire et Origine. La nouvelle version de cette enquête est en préparation à l'INED. Et bien sûr, c'est crucial. Merci beaucoup, Sarah Mazouz. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre livre, La République et ses autres. Il paraît aux éditions de l'ENS, de l'École normale supérieure. Vous trouvez la référence bibliographique sur le site de La Suite dans les idées, sur le site de France Culture, donc une page sur laquelle vous pouvez réécouter l'émission et sur laquelle vous pouvez également vous abonner au podcast.